On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, Luc, en ce moment, les républicains veulent battre le fer pendant qu'il est chaud. Et là, s'attaque à l'une des personnes qui serait pressentie pour peut-être remplacer M. Biden s'il venait à se désister. C'est la vice-présidente Kamala Harris. Voilà, donc quand on pense à remplacer Joe Biden, et la tourmente est loin de se calmer. Là, hier, on a eu des sorties publiques. On a eu des poids lourds du parti qui se sont adressés aux médias. Donc, oui, Nancy Pelosi, hein, Luc, oui. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Écoute, quand Nancy Pelosi intervient, s'il y a quelqu'un, on peut peut-être lui reprocher de s'être accrochée, elle aussi, très, très longtemps là, à sa fonction. Mais quand on parle de stratège politique, quand on parle de quelqu'un qui est capable de jouer en équipe, qui met le parti d'abord, Mme Pelosi, on doit l'écouter. Peu importe qu'on l'aime ou pas, pour prendre la température de l'eau, c'est un baromètre ou un thermomètre, parfait. Donc, Mme Pelosi, hier, a ouvert la porte à ce départ de Joe Biden. Alors, on fait ni une ni deux du côté républicain, donc on frappe préventivement, si on s'exprime en termes militaires. On a fait de Kamala Harris, donc la vedette, d'une nouvelle publicité. Il faut savoir que Kamala Harris, ça aussi, les républicains l'ont noté rapidement, ils ont bougé, ils ont réagi au quart de tour. Elle ferait légèrement mieux que Joe Biden. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, la transition la plus simple à faire, ce serait de Joe Biden à Kamala Harris. M. Biden annonce qu'il se retire, Mme Harris annonce qu'elle est prête à prendre le relais. On fait fi de tout ce qui grouille actuellement dans le Parti démocrate si on fait ça. Mais c'est la solution dans quelque chose qui peut ressembler à un chaos. C'est la solution la plus simple, Kamala Harris. Elle permettrait d'aller chercher 1 point ou 2, 3 points selon certains sondages, au-dessus de ce que fait actuellement Joe Biden, et elle nous permettrait de se débarrasser de la question de l'âge. La jeune soixantaine de mémoire, la fin cinquantaine, début soixantaine pour Mme Harris. Donc, les républicains frappent déjà tout de suite, parce qu'elle polarise, elle aussi. Mais c'est le cas pour l'élection de cette année, et c'est ça qui rend, pour les commentateurs, peut-être moins pour les électeurs, c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est qu'on ne s'attend pas à de très gros mouvements. Donc, autant le débat catastrophique de Biden lui a coûté quelques points, mais rien au-dessus de 5, 6, 7 points. Donc, 7 points, ce serait déjà énorme. Il a perdu quelques points. Autant une nouvelle candidature ne va pas renverser complètement Donald Trump. Donc, c'est de voir stratégiquement ce qu'on peut se permettre de faire. Donc, est-ce qu'on irait avec Mme Harris? Est-ce qu'elle serait prête? Moi, je ne ferais pas ça, mais je suis loin d'être stratège. C'est pas mon poste qui est en jeu. Et donc, les républicains, eux, en tout cas, se disent Joe Biden fait le travail pour nous. La performance au débat, on n'a pas grand-chose à ajouter là-dessus, sinon de continuer à porter le message qu'il est trop vieux et dépassé. Allons-y pour Mme Harris maintenant. Oui, parce que là, aujourd'hui, si on regarde la chronologie de ce qui se passe pour M. Biden, là, aujourd'hui, il est censé rencontrer des gouverneurs démocrates. Il n'a pas l'air de vouloir s'en aller, là, il a l'air de vouloir rassurer, mais est-ce qu'il va être capable de le faire? Parce que là, des rencontres comme ça, on se comprend, là, il n'y a pas de télésouffleur pour M. Biden, il n'y a pas, là, oui, ça se fait dans l'intimité. Ça doit être quand même des rencontres stressantes, beaucoup de pression pour un homme qui vient de faire mal sous la pression, on l'a vu. Pour un homme qui n'accorde jamais d'entrevue non plus. Demain, pour la première fois depuis un bon bout de temps, il va rencontrer George Stephanopoulos sur ABC. Donc, Joe Biden, les problèmes de concentration, les problèmes de légère confusion ou d'hésitation pendant une discussion prolongée, on dit que ça se multiplie depuis un certain temps. Et c'est la raison pour laquelle, ça, tout le monde l'a remarqué, puis les républicains ne manquent pas de le soulever, il ne s'assoit pas sur une longue période avec des journalistes. Parfois une conférence de presse dont on a bien identifié le début et la fin. D'ailleurs, on a remarqué qu'il fait habituellement ses erreurs quand il va au-delà de la fin annoncée. Il se retourne pour improviser une réponse ou prendre une dernière question. C'est là, habituellement, il nous donne ce qu'on appelle en anglais les soundbites, les extraits les plus croustillants pour nuire à sa candidature. Donc, on verra déjà demain comment il va s'en sortir. Peu importe ce qu'on va faire aujourd'hui. L'important pour Joe Biden, c'est de gagner un peu de temps, mais pour les démocrates aussi. Quand je dis gagner un peu de temps, j'évoquais tout à l'heure un chaos quand on change de candidat.
J'ai beau, par exemple, je m'amuse à faire ça ces jours-ci. Là. Je place des noms, je les emboîte les uns avec les autres Ouais. pour présidence, vice-présidence. Mais ça, c'est en considérant, que tout le monde est intéressé, puis que tout le monde est intéressé dans le rôle qu'on veut lui confier. Moi, par exemple, hier, avec toi, j'avançais le nom de M. Beshear, qui est le gouverneur du Kentucky. Je le verrais très bien comme candidat à la vice-présidence. Il pourrait apporter pas mal, je pense, à un ticket de démocrate. Est-ce que M. Beshear, qui est sur une lancée, là, ça va bien, son nom circule positivement, est-ce qu'il veut aller dans ce qui est souvent, plus souvent qu'autrement, une espèce de mouroir politique, qui est la vice-présidence? On disait de Kamala Harris, c'est la situation parfaite pour se lancer pour Mme Harris. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'elle a réussi ou pas finalement? Est-ce qu'elle peut être présidente ou pas? La vice-présidence, il y a quelque chose qui est un piège là-dedans aussi. Là. Vous n'avez jamais le haut du pavé. C'est jamais vous qui tenez le crachoir en premier. C'est le président. Vous servez pour le président. Donc, tout ça pour dire, il faut que les démocrates aussi évitent de montrer ce chaos à la face des États-Unis et mener une lutte pour remplacer Joe Biden dans laquelle on donnerait l'impression d'être particulièrement divisé et en colère. Ce serait catastrophique. Donc, il n'est pas trop tard pour bouger, mais c'est un exercice de haute voltige que les démocrates s'apprêtent à faire. C'est tenté que Joe Biden dit « OK, donnez-moi encore une semaine ou deux, là, on place les choses et je m'en vais. » Le temps est l'ennemi dans cette situation-là et, je répète, les fameuses divisions à l'intérieur du parti. Sous Joe Biden, pour une des rares fois dans les dernières années, on a joué en équipe du côté des démocrates. Les progressistes, ceux qui, pour M. Biden et les dirigeants du parti, dérangent souvent ou brassent la cage, ils ont quand même servi de façon assez loyale. Il y a peut-être sur Israël où on a bien vu là, leur dissension ou leur mécontentement. Donc, il y a ça aussi à considérer pour un changement de candidat à la présidence. Ouais, puis on va revenir sur Israël dans un instant, mais je t'avoue, Luc, là, on joue à ce jeu des spéculations puis de lancer des noms en l'air. Quand je vais t'en lancer un, moi, parce que on dirait ça, il me revient tout le temps. Moi, c'est un de mes politiciens, un de mes démocrates préférés aux États-Unis, Pete Buttigieg, Mayor Pete, qui a réussi à diriger une ville dans un état excessivement conservateur, qui est rendu le Secretary of Transport, là, l'équivalent du ministre des Transports des États-Unis. Le problème, puis je dis, c'est un problème, je pense, dans la démographie américaine, et on se comprend pas du tout de mon côté, mais c'est qu'il est homosexuel. Est-ce que juste ça le disqualifie d'essayer de se présenter à la présidence? Parce que pour moi, ce serait toute une candidature. C'est triste de l'exprimer comme ça parce que j'adore Pete Buttigieg. Je pense, si on oublie, entre guillemets, les caractéristiques personnelles, c'est un des rares porteurs de messages très habiles chez les démocrates. Il est allé à Fox News à plusieurs reprises, c'est un des rares démocrates à le faire, et il répond de manière parfaite, puis en même temps de manière tout à fait compréhensible et acceptable parce qu'il en reste, un républicain modéré. Donc, tu disais son bagage de maire dans un État qui est républicain et qui était démocrate, ça oblige à ajuster le discours. On va souvent, c'est plus subtil, d'autres fois, c'est prononcé. Et donc, il est excellent, Pete Buttigieg. Maintenant, c'est triste de le dire comme ça, mais il y a ce handicap. Donc, ce handicap en termes de golf, pas ce handicap, on va en convenir au plan de sa santé. Voilà. Donc, Pete Buttigieg, non seulement Pete Buttigieg est ouvertement gay, il est en union ouvert le mariage, donc il a un conjoint, il est marié, et ils ont adopté 2 enfants. Pour certains Américains, tout ça, rappelle-toi les critiques, il a pris un congé de paternité au début de son mandat. Après l'élection, quand on l'a nommé secrétaire au transport, ou ministre des Transports, si on veut, il a pris un congé, et pour plein d'Américains, ça les a fait sursauter. Donc, quand on dit plein d'Américains, c'est pas 60 millions d'Américains. Mais on parle d'une élection qui va se jouer sur le fil du rasoir. Ça va être quelques points ici et là, quelques électeurs ici et là. Est-ce que Buttigieg rapporte plus que ce qu'il coûte? C'est une des choses, finalement, qu'il faut toujours peser. Mais je ne sais pas si je le vois à la présidence tout de suite. Mais candidat à la vice-présidence, je te parlais de M. Beshear tout à l'heure parce que lui est carrément dans un État républicain au moment où on se parle et que sa cote est à la hausse. Mais oui, Pete Buttigieg fait partie des conversations et je pense qu'on partage tous les deux une forme d'engouement ou en tout cas un commentaire positif à l'endroit du secrétaire au transport.
Ouais, moi, je suis en admiration devant cet homme-là. Puis c'est triste parce que tout ce que tu décris, moi, je veux dire, un homme marié, 2 enfants, va de l'avant pour un congé de paternité en politique, comme politicien important. Moi, je trouve que c'est fantastique. J'entends tout ça, puis je suis comme, wow, quel homme quel homme du monde, je suis content. En plus, il est capable de s'exprimer clairement. Mais ça passe moins qu'un homme vieillissant qui... Ah, écoute, moi, il y a des fois, c'est à ne rien y comprendre pour moi, Luc. C'est à ne rien y comprendre. Écoute, c'est toujours la particularité de commenter à distance. Je pense que l'histoire de Buttigieg, on s'intéresse moins d'ailleurs chez nous, en général, à la vie personnelle de nos politiciens. Le premier ministre Trudeau s'est séparé cette année. Je pense pas que ce soit ça qui va le couler ou l'avantager dans les sondages. Il y a déjà bien des choses sur la table à commenter. On a pu trouver ça un peu triste ou s'en foutre complètement, mais on va moins se pencher sur leur vie personnelle au Québec. Au Québec, on a rigolé un peu de M. Legault quand il a embrassé sa sœur il y a quelques années, mais c'était... Mais c'était à la limite avec une touche d'humour. C'est pas ça qui va faire qu'on vote pour M. Legault ou contre M. Legault. Aux États-Unis, la vie privée des politiciens a toujours occupé plus de place, sauf pour Donald Trump. Donc, M. Trump a pu se permettre un nombre considérable de choses qu'on aurait balayées avant qu'il l'aurait exclu ou qu'il aurait exclu n'importe qui d'autre. Dans son cas, lui, ça tient la route. Mais malheureusement donc pour M. Buttigieg, et je suis certain qu'il y pense. Mais c'est dommage de se priver d'une ressource et d'un homme aussi intelligent que Pete Buttigieg du seul fait qu'il est gay et qu'il vit donc en couple avec des enfants qu'on a adoptés. Au Québec, je pense qu'on prendrait ça positivement. C'est comme, on est rendu là, c'est une possibilité. Là. C'est pas le modèle qui correspond à 99% de la population, mais ici, ça choque pas. C'est comme, oui, on en a maintenant dans notre entourage, on en connaît, puis on n'en parle plus, ou à que très peu. Aux États-Unis, ça reste encore, selon les sondeurs, un sujet qui peut avoir une importance. Ben oui, je veux dire, c'est le monde à l'envers. Au Québec, c'est le chef du Parti conservateur qui est homosexuel. Je veux dire, c'est théoriquement le parti le plus à droite du Québec. C'est le seul chef ouvertement homosexuel. Je pensais même pas à M. Duhem, mais tu vois, qui parle, je l'avais même oublié, qui parle de l'homosexualité de M. Duhem présentement? C'est pas un facteur, en tout cas, c'est pas un facteur dans une élection. Puis on a même trouvé, à la rigueur, sympathique que dans son livre, il aborde la question, puis qu'il joue ça de façon très, très ouverte. Donc, c'est bien. J'avais complètement oublié M. Duhem, et tu as parfaitement raison. Un conservateur qui jouerait cette carte-là, pas certain qu'il graine dans les sondages ou qu'il sauve son parti comme le fait M. Duhem. Absolument. Écoute, faut qu'on parle quand même des fonctions de M. Biden, qui reste le président américain, pour l'heure, du moins. Et là, il y a une rencontre importante qui s'en vient là, au cours du mois de juillet. Visite de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui s'en vient ici, du moins ici, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Première visite depuis le 7 octobre, depuis les attaques du Hamas et le début donc du conflit qui continue d'embraser le Moyen-Orient. Ça risque d'être toute une rencontre, là. Écoute, c'est une rencontre, c'est une des rencontres que je vais suivre de très, très, très près. D'abord parce qu'il ne devait venir qu'au Congrès au départ et à l'invitation du Speaker de la Chambre des représentants, M. Johnson. Donc, c'était clair, au départ, il n'est pas là pour rencontrer Joe Biden. La visite de M. Netanyahou, c'est important parce qu'il connaît parfaitement le système américain. Il connaît parfaitement le jeu d'équilibre, la réalité des républicains et des démocrates. Et quand il se présente aux États-Unis, il sait très bien que les républicains l'appuient à 100%. En tout cas, dans les médias, dans les déclarations, dans les votes qu'on a pris au Congrès, il s'avance, entre guillemets, en terrain ami quand il parle aux républicains. Et ce qui se passe ces jours-ci pour Joe Biden, Netanyahou, c'est, entre guillemets, un plus pour lui. Plus Joe Biden est faible, plus M. Netanyahou se présente ici en position de force. Ce sont, on peut le dire comme ça, 2 vieux routiers. Ils se connaissent depuis très, très longtemps. Et depuis qu'on a commencé à répondre à l'attaque terroriste du mois d'octobre 2023, donc du côté israélien, M. Netanyahou n'a rien donné de facile à Joe Biden. On a même l'impression que M. Biden, malgré pas les cris, les déclarations fortes, les déclarations musclées, il a dû se contenter de déclarations. On a l'impression que M. Netanyahou écoute, met ça dans sa petite poche et continue comme si de rien n'était ou presque.
À l'occasion, dans le propos, il montre un peu d'ouverture. Il dit oui, on va écouter pendant des négociations pour un plan de sortie de crise, mais sinon, je vais de l'avant. Et c'est compréhensible également qu'on soit d'accord ou pas avec M. Netanyahou. Son cabinet en Israël l'inquiète beaucoup plus au moment où on se parle que le président américain. Il s'est même permis, soyons honnêtes, d'emmerder Joe Biden en disant « Vous avez ralenti votre envoi d'armes et de munitions », ce qui est totalement faux. Mais il sait à qui il parle, puis il sait très bien qu'aux États-Unis, M. Biden, même s'il ne fait que, en parole, se distancier d'Israël, ben, il fait le jeu, finalement, de ses opposants politiques. Alors, on annonce, alors que la relation est tout sauf chaleureuse ces temps-ci, alors qu'on est dans un moment de tension entre Netanyahou et Biden, M. Biden, j'ai l'impression, a réussi à obtenir de M. Netanyahou, quand vous allez venir le 24, vous allez faire un détour par la Maison-Blanche. Mais ça me semble beaucoup plus symbolique qu'un espoir réel d'influencer immédiatement Benjamin Netanyahou. Donc, Netanyahou a fait la même chose avec Obama. Il est généralement plus près des républicains dans les dernières années. Et il n'avait pas humilié Obama, mais il l'avait embarrassé sérieusement. Et il est en train de réserver la même médecine à Joe Biden. Et un Joe Biden qui est, et là je ne réfère pas à ses capacités cognitives, on parle de sondage, sur le déclin. Ouais, sur le déclin, puis en plus, ça devient quelque chose comme une question électorale importante aussi, le conflit qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'il y a des populations musulmanes, entre autres, mais même juives, qui appellent à ce qu'il y ait une fin du conflit aux États-Unis, puis c'est les pressions qui montent, puis c'est l'électorat même qui pourrait échapper à Joe Biden, à la limite, là, s'il ne trouve pas le moyen de parler à Netanyahou. Je suis certain que tu as l'occasion, comme intervieweur, de rencontrer Netanyahou et tu lui demandes ce qu'il pense du Michigan et il sait très bien que Joe Biden peut perdre le Michigan uniquement sur cette position-là. L'électorat arabe et musulman est suffisamment important au Michigan pour aller chercher ce 1, 2, 3 points qui pourraient basculer du côté de M. Trump. La dernière fois, on a avantagé Biden, il a regagné le Michigan pour les démocrates. C'est pas impossible qu'il le perde. Et au-delà de tout ce qu'il y a dans un électorat, c'est complexe, ce seul vote-là peut faire la différence. Et tu peux être certain que M. Netanyahou, quand il s'avance à la Maison-Blanche, s'il veut piquer un peu Biden dans une conversation intime, il lui dit « Pense au Michigan, je vous regarde de ce côté-là. » Que de jeux de coulisses qui vont se passer. Ouais. En terminant, Luc, la sentence de M. Trump à New York, là, on attendait cet été la sentence parce qu'il est reconnu coupable, mais on ne sait pas là, quel sera exactement justement là, l'effet de la justice sur lui. Mais déjà, on a un impact là, de cette annonce là, d'immunité partielle prononcée par la Cour suprême. On va reporter le jugement. Voilà, donc ça va être les effets de ce qu'on a entendu de la Cour suprême, de ce qu'on a lu de la Cour suprême, ça va être majeur parce qu'il faut voir les 3 autres très gros procès qui allaient débuter, donc qui ont été reportés. On peut penser à des reports multiples. Cette fois-ci, c'est le juge Merchant, celui qui présidait donc le procès à New York, qui a dit j'ai reçu une demande des avocats de M. Trump, on va l'étudier. Il devait rendre son jugement ce mois-ci, là, au milieu du mois. Puis on a dit plus tôt, ça va se passer au mois de septembre. Et il faut qu'il étudie, ça a beau être un crime que l'État de New York reproche finalement, ou pour lequel l'État de New York, c'est pas un crime fédéral, l'État de New York a reproché à Donald Trump, reste quand même qu'il y a des choses qui ont été dites et des preuves qui ont été avancées et qui relèvent de conversations que Donald Trump a eues alors qu'il était président. C'est ça que le juge Merchant doit regarder maintenant. Donc, c'est complexe parce que les jurés n'ont pas eu à l'époque de balises concernant ces argumentaires-là. Vous les considérez pas. Donc, ce que le juge Merchant va étudier, c'est est-ce que ça a un impact sur ce qu'on a fait? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y aura-t-il même condamnation dans son cas? Ça pourrait être un scénario à envisager. Donc, on est dans les heures qui suivent le jugement de la Cour suprême et on a déjà un impact majeur. Quand je répétais hier à plusieurs reprises, Donald Trump a gagné beaucoup avec ce jugement. Ben, il vient de gagner ça. Je ne peux pas t'avancer avec certitude que la peine va être aussi sévère ou même que le jugement dans son ensemble va être maintenu. Donc, c'est déjà majeur en soi parce que, répétons-le, c'est un procès criminel. Il devenait le premier ancien président et candidat à la présidence à porter donc une charge de culpabilité au criminel.
Oui, ça c'était déjà majeur, mais qu'est-ce qu'on pourrait reculer là-dessus? C'est la nouvelle question. Luc de la Liberté, c'est toujours tellement intéressant de faire le tour de ces situations-là avec toi. On se reparle bientôt. Une bonne journée, Alexandre.